Samedi 28 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, la saison de reboisement 2023 a débuté aujourd'hui. Le lancement officiel s'est tenu dans la commune Ilaka Est, district de Vatmanj, dans la région Atsnan, sous la houlette du président de la République, Andry Rajoelina. Un reboisement de proximité pour répondre aux besoins de la population tout en préservant l'environnement. Tel est l'objectif. Reportage de Jutikel Ranjenirin et Secha Anjenap. Reboisement, source de vie, reboisement, levier de l'émergence, c'est le thème de la saison de reboisement 2023. Un message qui est passé auprès de la population en cette ouverture officielle de la saison ici à Serenandaf, commune d'Ilaka Est, district de Vatmanj. Nombreux sont ceux qui ont répondu présents. Certains sont venus de loin à pied, convaincus et conscients de la nécessité du reboisement pour le pays et pour les générations futures. C'est aussi un reboisement de proximité pour que la population puisse connaître la valeur d'un arbre planté. De ce fait, le reboisement est réalisé à la fois pour préserver l'environnement et pour répondre aux besoins de la population. Ainsi, 120 000 arbustes ont été plantés aujourd'hui sur une surface de 100 hectares, notamment des arbres à croissance rapide comme les acacias. Les arbres utiles pour la population ont été également plantés, comme les eucalyptus et divers arbres fruitiers. Des sensibilisations ont été tenues pour que la population puisse connaître l'importance de la préservation des arbres plantés. De toutes les régions de Madagascar, nombreux sont venus donner la main à la population de Vatmanj et de la région Atsnanan. En effet, des représentants des services publics, des diverses associations et sociétés privées, mais aussi des partenaires de Madagascar. Le défi mis en place par le président de la République est de refaire de Madagascar une île verte. Serenandaf, commune Ilak, a été particulièrement choisie pour débuter le reboisement. L'objectif est de montrer qu'on peut étendre la surface à reboiser. À ce titre, il n'y avait pas de forêt ici auparavant. C'était plutôt un espace où la population aimait se délasser, mais dorénavant ce sera un espace boisé, voire une forêt d'ici peu. L'utilisation des drones semeurs a été également initiée aujourd'hui. Un drone qui peut semer des plants sur une surface d'1 hectare en 15 minutes. Il sert aussi à restaurer la forêt dans les endroits enclavés dans tout le pays. Pour Ilaka Est, 25 hectares ont été couverts par ce drone semeur. Et durant cette rencontre avec la population de Vatmanj, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a affirmé que les activités du gouvernement s'orienteront un peu plus sur le volet social de la population. Outre les infrastructures dont on a besoin, comme les routes et celles déjà en cours de finalisation, les actions du gouvernement à travers les divers ministères seront axées sur les résolutions des divers problèmes sociaux actuels. Dans les informations de ce jour également, dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre dans les pays en voie de développement, la Banque mondiale a élaboré un programme d'assistance visant à aider les femmes et les jeunes filles dans 15 pays africains dans Madagascar. La cérémonie officielle du lancement de ce programme s'est tenue hier à Ivanj. Reportage de Fernara Kotarsoul. Autonomiser les filles et femmes d'Afrique orientale et australe, c'est le thème de ce programme initié par la Banque mondiale dans le cadre de la lutte contre la violence basée sur le genre. Madagascar figure parmi les 15 pays africains bénéficiaires de ce programme d'appui afin que les femmes puissent jouir de leurs droits et s'émanciper dans leur vie quotidienne. Malgré les efforts déjà concédés par l'État, Madagascar doit persévérer davantage dans la lutte contre la violence basée sur le genre, car le nombre des femmes qui subissent des violences dans le pays reste élevé. Parmi les raisons à l'origine de ces violences figurent le manque de compétences intellectuelles du fait de l'abandon précoce de la scolarisation. Selon une enquête, 40% des filles se marient avant leurs 18 ans. Ça devient important que Madagascar fasse partie de ce programme régional dont les objectifs vont couvrir 3 aspects qui seront assez importants pour Madagascar. La première, c'est vraiment d'essayer de maintenir les filles à l'école le plus longtemps possible, concept qui est même adopté par le gouvernement lui-même. Il y a même pas mal de programmes pilotes qui sont en train de faire pour essayer de voir comment est-ce que tu maintiens le plus longtemps ces filles à l'école. Ça limite les grossesses, ça limite et ça contribue énormément au développement du pays. La deuxième chose, c'est qu'une fois que tu as réussi à maintenir ces filles à l'école et qu'elles apprennent quelque chose, il faut que tu les mettes en lien avec l'emploi qu'ils vont avoir. Et je me réjouis encore une fois ici que le gouvernement, d'après ce que les ministres nous ont dit tout à l'heure, travaille déjà avec le secteur privé pour essayer de voir comment dans certains secteurs clés comme le textile, comme les TIC et ainsi de suite, on commence à faire ces programmes
où la jeune fille sort de l'école, mais elle a déjà un emploi. Troisième élément, qu'il nous faut absolument essayer de voir comment faire pour commencer à réduire ou même à éliminer ce genre de violence. Et ça passera par beaucoup de moyens, ça passera par un cadre réglementaire qui puisse punir les gens qui se mettent dans ces actions contre les femmes en particulier, mais aussi qu'on puisse donner des moyens d'appui aux victimes pour minimiser l'impact pour ceux qui sont déjà victimes de ce genre de choses. Il est à noter que les 100 jours de l'activisme initié par la première dame Meal Radzouane s'inscrit dans le cadre de ce même programme de la Banque mondiale dont Madagascar figure parmi les pays bénéficiaires. Le projet se déclinera par des actions concrètes visant l'émancipation des filles et des femmes à travers différentes instances de grandes décisions politiques, économiques et sociales. La devise commune est « Une fille qui apprend sera une fille qui gagne ». Le coup d'envoi du programme s'est tenu hier au Nouveau-Tel Ivange à travers une cérémonie officielle en présence des hauts responsables de l'État malgache, notamment la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales, Marie-Gisèle Ranimpi, dont le ministère est chargé d'entreprendre la continuité des projets d'appui à la création d'emplois décents et à la formation professionnelle permettant l'autonomisation des femmes vulnérables. Et les districts de Mananzar, Ifanadine, Manakar et Vuipé ont reçu des aides venant du gouvernement à travers la cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences ou CPGU et du Fonds African Risk Capacity du fait du passage du cyclone Chenezo. Des vivres ont également été octroyés ainsi que des appuis aux agriculteurs, aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 5 ans atteints de la malnutrition. Reportage. La partie sud-est de Madagascar n'est pas encore tout à fait remise du passage du cyclone Batirei, que les pluies apportées par le cyclone Chenezo sont déjà survenues, y occasionnant d'autres dégâts même si le cyclone n'y est pas directement passé. Les régions Vadva, Fitvnan et Atimotsnanan ont ainsi bénéficié des aides en réponse aux catastrophes naturelles après le passage du cyclone Batirei à travers le fonds alloué par l'African Risk Capacity ou ARC, dont l'État a été le bénéficiaire l'an dernier. Ce fonds a de nouveau été utilisé pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables touchées par le passage de Chenezo. Rappelons que ces districts avaient déjà reçu des aides alimentaires et des appuis pour les agriculteurs à travers des fonds d'assurance. Mercredi et jeudi dernier, les autorités locales avec la CPGU ou cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences au sein de la primature se sont donné la main pour apporter également des vivres aux personnes vulnérables dans ce cadre. Les efforts ont été fournis pour le gouvernement, se poursuivent dans ce sens afin d'appuyer les agriculteurs, mais aussi les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 5 ans atteints de la malnutrition. De ce fait, la distribution de vivres se poursuit dans les régions Vadvav, Fitvnan et Atimotsnanan. Dans un tout autre sujet, les réactions sur les réseaux sociaux concernant les affaires judiciaires ont de grands impacts sur l'application des décisions de justice, selon l'ordre des huissiers de justice et des commissaires priseurs de Madagascar. Ils lancent ainsi un appel à l'État pour que des mesures soient prises à cet effet, car cette situation entrave le travail de la justice. Reportage. Ce qui rend difficile le travail des huissiers et des commissaires priseurs de Madagascar est l'existence des diverses réactions sur les réseaux sociaux concernant les affaires judiciaires. Ces réactions entravent et rendent difficile l'application des décisions selon les déclarations du président de l'Ordre des huissiers de justice et des commissaires priseurs durant une rencontre entre les membres. À cet effet, ils demandent à l'État de voir de près l'application des décrets. Ces derniers qui, selon leur dire, effectuent leur travail, peu importe les divers blocages actuels dans l'exercice de ce travail qui est du domaine public. Afin de faciliter les communications entre les responsables régionaux, au nombre de 35, tous les huissiers de justice ont été dotés d'un téléphone portable hier durant la cérémonie de présentation de vœux. Ces appareils permettront également de se partager des informations en temps réel, surtout au niveau de la présidence, du CNHJCPM et des 5 membres du bureau et de tous les délégués et les conseillers. Dans les actualités internationales de ce soir, les Américains ont découvert vendredi soir avec effroi la vidéo extrêmement choquante de l'arrestation fatale de Terce Nichols, un Afro-Américain mort à l'âge de 29 ans. 5 policiers ont été inculpés pour meurtre jeudi. Cette mort rappelle celle de George Floyd, tué par un policier en mai 2020. France 24.
La vidéo promettait de choquer l'Amérique, effectivement. Eh bien, promesse tenue indubitablement. Durant de longues minutes, vous l'avez dit, on entend le jeune afro-américain essuyer un tabassage en règle, ou plutôt justement en dehors de toute règle. Un interminable tabassage jusqu'à aller trop loin, comme le dit d'ailleurs distinctement l'un des policiers qu'on entend dans la vidéo. Tyre Nichols avait 29 ans et pourtant, durant l'enregistrement de son passage à tabac, on l'entend appeler distinctement sa mère à plusieurs reprises. Sa mère justement qui réclame aujourd'hui justice pour son fils, coupable d'une simple infraction routière et d'un délit de fuite qu'il aura vraisemblablement payé de sa vie. Tyre Nichols a pourtant répété à plusieurs reprises « I can't breathe », je ne peux pas respirer, des mots qui ici aux États-Unis résonnent avec violence puisqu'ils sont aussi les derniers mots de George Floyd. Vous en souvenez évidemment, cet afro-américain de Minneapolis, cette fois, lui aussi mort sous les coups de la police. 5 policiers, vous l'avez dit, sont poursuivis pour meurtre au 2e degré. Ici, à Memphis, la chef de la police avait limogé les 5 hommes il y a plusieurs jours déjà, et après avoir visionné les images dans le cadre de l'enquête interne. Même le directeur du FBI, la police fédérale, a fait part de son émotion après avoir vu la vidéo, mais également de sa consternation, avouant ne pas trouver d'autres mots pour qualifier des faits qui, selon lui, dépassent tout simplement l'entendement. Ici, à Memphis, la chef de la police, encore une fois, en cherche encore, quant à elle, des mots et jure que toutes les leçons seront tirées de cette histoire. En attendant, dans les rues de Memphis, que vous voyez derrière moi, il se murmure que la seule raison pour laquelle le commissariat central n'a pas encore brûlé, c'est qu'il se trouve que les 5 policiers, vous l'avez dit, les 5 policiers poursuivis sont également des Afro-Américains et que cette fois-ci, il pourrait ne pas s'agir que de violences policières, il pourrait ne s'agir que de violences policières et pas d'un nouvel épisode raciste impliquant la police. On en est là. Et Médecins sans frontières a annoncé hier suspendre ses activités dans un hôpital de la capitale haïtienne Port-au-Prince après que des hommes armés ayant fait éruption ayant fait sortir un patient pour le tuer à quelques mètres. France 24. Dans les principales artères de Port-au-Prince, le calme est de retour, mais le feu de la contestation couve toujours. Face à l'insécurité et l'impuissance de l'État, de nombreuses administrations ont gardé porte close ce vendredi. Si les manifestants ont quitté les rues, leurs revendications demeurent. Les habitants de la capitale veulent plus de moyens pour les forces de l'ordre après la mort de 6 policiers. Nous voyons que la police manque de matériel et de soutien. Nous aimerions qu'ils donnent des hélicoptères de guerre, des chars de guerre, des bateaux de guerre à la police pour mettre fin à ce phénomène d'insécurité. Plus de la moitié du territoire haïtien est aux mains des gangs qui font régner la terreur, enlèvent, rançonnent et assassinent. Face à cette menace, beaucoup d'écoles sont restées fermées ce vendredi, une situation désormais courante dans le pays. L'UNICEF estime que plus d'1 million d'enfants haïtiens seraient déscolarisés, autant de jeunes susceptibles de grossir les rangs du crime organisé. Et plus de 8 millions d'électeurs tunisiens se rendent dans les bureaux de vote demain pour élire pour une 2e fois des législatives le nouveau Parlement dans un contexte de crise économique et politique. Selon les experts, la participation s'annonce faible. France 24 toujours. À Ahmouda, une zone proche de la frontière algérienne, Bachra et Halima profitent du soleil pour braver le froid et cueillir de la halfa, une fibre végétale qui leur permet de créer des paniers et des corbeilles. J'ai essayé plusieurs fois de trouver du travail, sans succès. Au moins avec ça, j'ai quelque chose. Dans le pays, les femmes sont plus touchées par le chômage, avec un taux de 20% contre 13% pour les hommes. Wahida Sadi est celle qui a eu l'idée de regrouper ces femmes sans emploi dans une coopérative d'artisanes autour de la halfa. Ils ne vont pas nous permettre d'attendre que l'État s'occupe de nous. Ça ne fonctionne pas. Ici, chacun s'entraide. C'est une autre manière de faire de l'économie, propre à Kasserine. Nous trouvons nous-mêmes des solutions. Wahida n'ira pas voter dimanche, agacée de ce sentiment d'abandon de l'État, présent aussi dans les paysages. Ces entreprises privées et publiques, autrefois prospères, sont fermées. L'économie de débrouillardise a pris le dessus, comme à Krala Atsnen, autre ville frontalière plus au nord. Je viens d'Algérie ici.
parce que c'est moins cher. Des produits moins chers car subventionnés par l'État algérien. Ce jeune de 28 ans vend pignon sur rue, ce qu'il ramène de la contrebande entre les deux pays. Un commerce illégal mais toléré par les autorités car il fait vivre des villes entières à la frontière. On rapporte des produits dans des sacs de course et on les revend ici. Tout le monde fait ça. Le métier n'est pas sans risque, comme nous l'explique un autre jeune dans son magasin. Lorsqu'on a des contrôles de l'inspection du commerce, on ferme la boutique. Une situation précaire qui donne peu d'espoir à ces jeunes, désintéressés de la politique, faute de développement économique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.